Salut Lot, Salut JC. très content de faire cet épisode. Bon, comme vous pouvez voir, on est ensemble cette fois-ci. Ça change un peu de Riverside et des outils qu'on utilise quand on est toi ici et moi à Budapest. Où est-ce qu'on est déjà? Ça, je me dis, pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent. Ouais, Il y a ceux qui nous voient, mais ceux qui nous écoutent aussi. Voilà. Où est-ce qu'on enregistre? on est dans un lieu qui s'appelle La Home, qui est dans le sud de l'Aveyron, à 50 minutes de Millau, 1h30 de Montpellier. C'est un ami que j'ai. Enfin, pardon, c'est un écolieu que j'ai aidé à cofonder, qui a été fondé par mon ami Charlie Aubert. Et Ok. on est actuellement, plus précisément, dans la salle de danse qu'on a construite il y a 2 ans, et qui aujourd'hui sert à animer nos stages, perspectives, plein de rencontres, et puis là, bientôt, une résidence artistique de danse. Voilà. Trop cool. Moi, je sais bien parce qu'on a fait la retraite perspective là, il y a quelques jours. C'est pour ça que j'étais ici notamment. Et bah, ceux qui sont sur Spotify ou n'importe quelle plateforme d'audio, je vous invite à aller voir sur YouTube aussi, ceux qui ne savent pas qu'on a aussi le podcast sur YouTube. Non pas faire la promo YouTube, mais ne serait-ce que pour au moins voir la salle de danse. Comme ça, au moins, tout le monde aura vu ta salle. Et après, si vous courez ou que sais-je, retournez sur le format audio si vous le préférez. Ou prenez YouTube. YouTube Premium, c'est très bien aussi. Voilà. Petit acte de productivité. Oui, ça vaut le YouTube coup. Premium, ça vaut vraiment le coup. Ne pas se faire polluer la tête par des pubs, ça vaut le coup. Aujourd'hui, le sujet, je l'ai nommé Penser sa vie, vivre sa pensée, et créer une philosophie de vie personnelle et l'incarner au quotidien. L'idée, en fait, c'est... je voulais qu'on parle un petit peu de tout ça de manière un peu plus conceptuelle. On donnera quelques exemples concrets, mais je voulais vraiment qu'on développe un peu qu'est-ce que c'est pour nous penser sa vie, vivre sa pensée, incarner sa philosophie de vie, la designer, etc., etc. Et c'est une phrase qui, moi, m'avait marqué énormément pour donner un peu de contexte, c'est là sur... je pense que moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à la philo en réalité. Toi, souvent, on va dire la philo, ça va être un truc je sens très conceptuel, très abstrait, très systémique, enfin une recherche de système. Et un des philosophes, je trouve, en France, qui représente bien cette vision de la philosophie, c'est André Comte-Sponville, qui est un philosophe qui est un professeur à la base de philosophie, qui a écrit beaucoup de livres, qui a beaucoup vulgarisé le sujet de la philosophie, mais qui a aussi lui-même sa philosophie de vie. Et c'est sa phrase fétiche en fait. C'est la philosophie, c'est penser mieux pour vivre mieux, penser sa vie et vivre sa pensée, être en adéquation entre les deux. Du coup, c'est un peu le sujet que je propose qu'on explore aujourd'hui, Ouais, en partant de nous c'est et génial. de notre rapport à tout cela. Et ça m'évoque déjà une des premières conversations qu'on avait eues ensemble à Budapest il y a 2-3 ans quand on s'est rencontrés. 3 ans. Exactement. De quoi on avait parlé, Tu me... sur quel sujet C'est quoi la philosophie? En fait, la philosophie à l'origine, tu m'avais dit, c'est la philosophie de vie. C'est l'art de penser comment designer sa vie. Après, faut l'incarner, faut le vivre. C'est ça, ouais. Et la théorie, les concepts sont au service d'une pratique de vie, on pourrait dire, d'une manière d'être, une manière de vivre, et non pas l'inverse. Et tu peux faire dans les deux sens d'ailleurs. Tu peux partir de concepts et le décliner après dans une manière de vivre, ou tu vis d'une certaine manière et tu en dérives des concepts. Les deux se faisaient pendant l'Antiquité. Et moi, ça m'a énormément marqué parce que j'avais vraiment l'impression que la philo, c'était vraiment, encore une fois, le truc À que tu vois au l'école. lycée, Ouais. où tu vois que les concepts au final, et en fait, tu comprends même pas pourquoi. Enfin, à quoi ça sert au final, si ce n'est être plus intelligent, quoi. Enfin, paraître plus intelligent. Ouais, c'est clair. Et ça veut dire quoi pour toi, en partant de nous, quand je te dis là, penser sa vie? Ça t'évoque quoi? Ça veut dire quoi penser sa vie pour toi? Bah, il y a la notion d'intentionnalité, je pense que toi, tu avais mis dans ton livre, Oui. et qui est, quand tu penses ta vie, c'est que tu sors d'un mode d'inertie par défaut, où tu suis les, les, bah, les, les conseils qu'on t'a donnés, ou les modèles qu'on t'a donnés, et que tu commences à redevenir acteur en te posant les bonnes questions, et en te disant, en fait, j'ai un pouvoir d'influence sur ma qualité de vie, ma vie, quoi, et je peux du coup la penser. Ouais, complètement. Et toi, comment ça s'est matérialisé? Est-ce que tu arriverais à te souvenir? Est-ce que tu t'es posé la question sans te poser forcément dans les termes là? Là, j'ai envie de réfléchir à ma vie, penser à ma vie Ouais. et prendre des actions en conséquence ensuite. Je pense que moi j'ai toujours un peu eu cette méta-manière de réfléchir sur comment est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ma vie. Et je pense qu'on a aussi cette permission, tu vois, une sorte de génération Internet qui est née en France, qui a eu beaucoup de confort de vie, quoi. Je pense qu'en regardant YouTube et tu vois, en sortant d'un cadre très ethnocentré, de médias contrôlés par des pays où tout le monde, tu vois, est quand même très très ancré dans des croyances collectives, grâce à YouTube, grâce au réseau, on est dans une communauté mondiale, internationale, où en fait tout est de plus en plus fractal, quoi. T'as des sous-communautés qui sont comme des sous-pays qui se forment, tu vois, au travers des frontières. Finalement, il y a plus de ressemblances entre des gens qui regardent le même YouTuber que des gens qui sont dans le même pays, en fait, Ouais. probablement aujourd'hui. Et donc,
moi, comme je suis dans cette génération-là, qui en fait définit son groupe d'appartenance par Internet et non plus par son pays, son quartier et son statut social dans un groupe ethnocentré, en fait, ça change tout. Parce que du coup, moi, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, j'avais 10 ans. Tu vois, donc tu vois, je créais ma vie par d'abord Minecraft, puis de Minecraft, je suis passé je sais pas, au développement web. Du développement web, j'ai peut-être vu le freelance, le dropshipping, le blogging. Et en fait, j'ai évolué, tu vois, de communauté en copiant petit à petit, tu vois, en copiant un nouveau groupe de personnes. Je me disais, maintenant, je vais être blogueur, donc je vais prendre tous les. Tu vois, la caricature du 4-hour work week, tu vois, je vais l'appliquer. Je deviens cette personne, je transcende et inclus ces valeurs-là. Et petit à petit, tu vois, j'ai testé plein de modes de vie comme ça, les modes de vie contemporains qu'on nous propose. Ouais. Et je suis aussi beaucoup inspiré par les gens, tu vois, qui font des tours du monde en vélo, des grandes aventures comme ça. Et même des récits anciens, quoi, comme toi, tu avais pu avoir avec Walden ou des choses comme ça. Ouais, je vais revenir après. Tu y reviendras, ok. Mes références aussi. Mais voilà, tout ça pour dire, oui, voilà, c'est intéressant qu'on partage peut-être nos références qui nous ont inspirés. Ouais. Mais moi, du coup, comme je suis dans cette génération-là, en fait, à partir de 10-12 ans, j'étais déjà en train de me dire, mais en fait, j'ai envie d'être souverain de ma vie et d'essayer d'avoir une expérience de vie qui me plaît, quoi. Et comment je peux la designer en essayant toujours de faire des équations et du coup, très vite de gagner de l'argent, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ok. Gagner de l'argent parce que tu as l'impression que c'était un prérequis ou un besoin pour pouvoir designer plus facilement sa vie et incarner la pensée que tu voulais, enfin la pensée que tu avais sur ta vie que tu avais envie d'avoir, quoi. C'est ça. Moi, Ok. en fait, j'avais toujours. Je me rappelle que on a tous un peu une architecture de pensée quand on est enfant, tu vois. Ouais. Et moi, je me souviens assez bien quand j'étais enfant ado, il y avait ce truc-là de. Je regardais beaucoup de vidéos sur des gens qui construisaient des caravanes sans argent ou qui faisaient les tours du monde sans argent. Donc, j'avais ce truc-là de, en fait, je pourrais toujours m'en sortir. Enfin, même si j'avais très peur, tu vois, de ça, je me disais, en fait, je peux m'en sortir, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Et donc, je peux être libre très rapidement. Et pour Euh, autant, tu es quand même. et en même temps, obligé de faire je voyais du coup ce truc du dropshipping, de faire des petits business, du side hustle, la culture un peu comme ça Ouais. américaine. Je regardais beaucoup de vidéos américaines dans laquelle j'ai baigné. Et du coup, j'ai testé très rapidement de faire de l'argent et c'était mon goal principal, quoi, qui m'amusait Ok. beaucoup en fait. Ok, c'est intéressant parce que toi, effectivement, tu viens plus, t'es plus jeune que moi, donc tu viens de la génération plus pure internet, natif, on va dire. Ouais, c'est la première ordi à 6 ans, YouTube Ouais, 8 moi, ans, l'ordi, 10 j'ai ans. à 16 ans, tu vois. Ouais, Donc c'est ça une n'a rien à grosse voir. différence. Et, Et il n'y avait pas moi, vraiment YouTube hyper développé comme les quand j'ai méga internet, créateurs. ouais, quand j'ai l'ordi la première fois en 2007 chez moi, limite c'est Dailymotion qui est devant YouTube pour te dire. Ouais. Donc, Donc on regarde les t'as pas accès vidéos. à ces. T'as très peu de contenu, t'as du contenu sportif, t'as du contenu de musique, mais t'as pas du tout encore, t'as à peine, c'est la génération Norman Squeezie, tu vois. Ouais. Squeezie, Cyprien, etc. en France du moins. Donc c'est très très peu sur, t'as pas des vlogueurs, t'as pas tout ce que t'as mentionné, des gens qui partagent des philosophies de vie. Et moi du coup, moi c'était plus les livres qui m'ont aidé à me questionner dans l'adolescence à partir de 14-15 ans. Et effectivement donc moi, j'ai deux références que je partage souvent. J'en ai déjà parlé. Moi, c'était les beatniks qui m'ont énormément inspiré. Oui. Je t'avais parlé avec Jack Kerouac, du coup, qui est un gars qui, dans les années 50, s'est dit avec ses potes on va pas avoir la vie normale comme on nous propose après la Seconde Guerre mondiale, où les gens ils voulaient être hyper safe, en fait. Ils s'étaient dit, bon, la guerre, c'était quand même assez chaotique. Là, on s'est fighté avec le Japon. Ils ont pas eu, entre guillemets, grand-chose par rapport aux autres, mais ils ont eu Pearl Harbor. Ça les a un peu traumatisés, j'ai l'impression, les Américains. Donc ils étaient quand même un peu dans un contexte, puis ils sont quand même allés à la guerre aussi. Les hommes sont allés se battre en Europe. Oui, c'est ça. Et dans leur narration, c'est eux qui ont gagné, quoi. Et en plus, voilà. Et du coup, il y a eu vraiment un narratif de trouvons un job safe. En plus, il y a un boom économique dans le monde à ce moment-là. Et du coup, il n'y a rien qui t'incite à ne pas prendre la voie normale, entre guillemets. Donc, plutôt trouver un travail, faire des études, une fac américaine, trouver un travail et prendre ta maison, etc. etc. Parce qu'en plus, tu étais récompensé économiquement pour ce chemin. Et eux se sont dit, ils avaient 18-20 ans, et ils se sont dit, non, on se casse, on va prendre la voiture, on prend la route, et on vit des expériences, et on prend des drogues, et on teste des trucs dans les relations. Ouais. Et en fait, c'est avant le mouvement hippie, et c'est eux qui ont influencé 10 ans après le mouvement hippie. C'est vraiment les bases du hippie, je sais pas si on dit, en tout cas du mouvement hippie, vient notamment de Jack Kerouac et de sa bande de potes, qui sont tous des poètes, des auteurs, et des gens qui vivent vraiment, en fait. Et moi, je me souviens, alors je sais jamais, parce qu'en fait, sur la route, si tu veux, il y a la première version, il a donné des faux noms à ses potes, et après il y a une autre version avec les vrais noms. Donc t'as un mec qui s'appelle Dean Moriarty,
et Neil Cassidy, je sais plus le vrai nom et le faux nom entre eux, mais Neil Cassidy, Dean Moriarty, qui est le gars qui moi m'a énormément marqué aussi parce que c'est le gars qui vit vraiment. Il y a Kerouac, lui, c'est vachement par l'observation, par l'écriture, par l'introspection, par l'analyse. Et l'autre, c'est celui qui est en flamme, quoi. Ouais. Il est en feu, il vit de ouf. Il teste des trucs, les femmes, les hommes, il teste plein de trucs, tu vois. Il est sans limite, le gars, tu vois. Il est complètement fou, quoi. Et moi, je m'étais dit, mais ça, c'est un truc de ouf. Et après, tu t'identifies à différents. Puis tu avais aussi comment il s'appelait, William Burroughs aussi, Ouais. Du Festin nu. Je crois que tu l'avais vu ou téléchargé, ou je sais plus. Je l'ai pas encore lu, tu mais l'as tu pas m'en encore avais lu, parlé, mais ouais. qui est complètement barge aussi. Qui est encore plus fou, lui. Il a tué sa femme sans Ouais, faire voilà. exprès en lançant un couteau. Il faisait du cirque, entre guillemets, si c'est mal passé. Il faisait beaucoup d'expériences avec de l'opium aussi. Enfin, c'était des tarés, quoi. Enfin, tarés au sens vraiment. Des marginaux. Des marginaux, différents des autres, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a complètement fait vriller. Je me suis dit, je veux autre chose. Et ces gens-là ont osé avoir autre chose. Et c'est vraiment le point de départ pour moi. Et après, effectivement, il y a la philo arrive un peu plus tard avec notamment Into the Wild, qui a énormément marqué ma génération, ce film et ce livre. Donc avec l'histoire du mec qui part en Alaska et qui part 2 ans en solo, qui ne prévient pas ses parents, qui brûle sa carte bancaire, tous ces thunes, qui étaient hyper bons à l'école pourtant, et qui se dit je veux pas ce système. Et il a jamais prévenu ses parents, il a jamais dit à ses parents où il est parti. Et ses références étaient notamment effectivement Henri David Thoreau qui était parti à Walden dans les bois. Lui-même, exemple, il pensait sa vie et l'incarnait ensuite. C'était vraiment l'incarnation pour moi du philosophe tel que je le considère, puisque il est allé donc dans les bois, donc en périphérie de sa ville Concord, qui est une ville dans le Massachusetts. Et le but, c'était juste de montrer en fait qu'on pouvait vivre de manière très simple, vraiment de simplifier. Donc c'était une forme de minimalisme. Il a fait sa cabane lui-même de ses mains. Il documente même dans le premier chapitre de Walden combien ça a coûté. Ouais. Après, c'est en dollars d'époque, mais ça a coûté genre $50. Peut-être ce qui vaut peut-être à $1000 maintenant, à peu près. Peu d'argent au final. Et il a vécu en autosuffisance pendant 2 ans, tout en étant en périphérie, en bordure de ville. Donc en fait, il pouvait encore voir du monde. Et il voulait montrer qu'on pouvait, comme il y avait le début de l'industrialisation, c'était le milieu du 19e siècle, si je dis pas, oui, c'est ça. Donc on était déjà en rentrée vraiment dans vraiment la grosse croissance de la vie industrielle, enfin de l'ère industrielle. Et du coup, en fait, les gens commençaient à travailler tous les jours, 6 heures par jour, à faire des tâches mécaniques. Et lui voulait montrer qu'on pouvait réhumaniser, si ça se dit, la vie et le travail. Et ne travailler qu'un jour par semaine. Donc c'était Tim Ferriss avant Tim Ferriss, si tu veux. Il avait déjà solve le game. Quel truc, quoi. Est-ce qu'il se fait de manière très courante dans tous les pays un peu orientaux Oui, mais lui, c'est un Américain. Donc les Américains, ils étaient en mode. C'est ça. Il faut croissance, il y a tout à construire, il y a plein de trucs. Ah, lui, il à invente faire. le truc que tout le monde qui faisait déjà avant. Lui, il était parti, ouais. Et ça m'a marqué énormément aussi. Ouais. Me dire, pareil, tu peux vivre au final pour très peu. Et surtout, donc, penser, c'est ce genre de vie que j'ai envie d'avoir. Enfin, je parle pour Thoreau. Et de vraiment de designer une vie et faire des choix alignés avec ça. Et pas juste dire qu'en intellectuel. Et toi, là, on pourrait dire, dans Perspective, on a beaucoup de penseurs, de créateurs, de gens qui écrivent des textes. C'est pas juste une posture de dire, pour être stylé, de dire ouais, ce serait cool de vivre en autosuffisance. C'est va vivre en autosuffisance, quoi. Si tu penses que c'est un modèle de vie qui te correspond, toi. Ouais, Okay. teste-le, quoi. Et au final, c'est vrai que c'est un très bon. C'est marrant qu'on fasse cet épisode-là ici. Parce que ça représente au final aussi tes choix de vie que tu as fait aussi. Parce que tu pourrais être partout dans le monde. Quand on s'est rencontrés, t'étais. Justement, quand on a fait le tout premier podcast sur ma chaîne YouTube en 2021, Un peu Budapest. C'était à Budapest et le début de tes aventures aussi à s'ouvrir sur l'étranger. T'aurais pu vivre 10 ans à l'étranger, tu vois. Ouais, complètement. Et ouais, peut-être donner un peu plus d'éléments. Qu'est-ce qui fait que t'es ici en fait et en quoi c'est aligné par rapport à ta pensée, la pensée de ta vie, et en quoi ça incarne cette pensée d'être ici, et peut-être aussi d'avoir d'autres endroits où tu as envie d'aller, tu vois. Ouais. Ouais, avant peut-être ça, j'aimerais rebondir sur les trucs que tu as dit qui m'ont inspiré sur des... Il y a... Oui, enfin je pense qu'en référence très accessible, il y a le livre How to Live de Derek Sivers qui incarne bien ce truc-là de... Tu penses ta vie et ensuite tu l'incarnes direct, quoi. Ouais. Lui, finalement, dans son livre, il propose une vingtaine de philosophies de vie différentes, genre have no commitment, sell everything, don't commit to any friends, don't commit to any countries, enfin, soyez vraiment libre, quoi. Et puis le chapitre d'après, c'est commit completely, achetez une maison, prenez un crédit, il y a une femme, vivez la vie comme ça.
Et puis le chapitre d'après, c'en a encore un autre, quoi. Et sur 20 types, et il dit, choisissez et vivez-les, quoi. Vraiment, quoi. Comment tu l'interprètes ça? Tu te dis quand parce que moi je l'ai lu aussi, on avait parlé même avant de se rencontrer physiquement, à l'époque on s'est rencontrés sur internet. Du coup il y en a 27, t'en as plein qui sont tentantes. Tu te dis quoi? Tu te dis c'est un espèce de buffet, puis je peux tester, je vais à fond dans une philosophie de vie, j'essaie de l'incarner. Ou tu te dis je prends et je pioche, j'essaie de créer ma philosophie de vie à partir de cet ensemble. Ou tu as l'impression qu'il faut être vraiment radical et te dire là je vais à fond dans Commit par exemple, ou à fond Ouais. dans Be Obsessed, enfin selon les chapitres quoi. Moi, tu vois, j'ai un framework que j'aime bien en ce moment, qui est un framework qui a été créé par... je pense pas qu'il a été créé originellement par elle, mais que j'ai lu là-bas, Ouais. qui est un truc par Gabrielle Roth, qui a créé la danse des 5 rythmes. Elle dit en gros, dans le chemin d'évolution spirituelle un peu, donc aussi on pourrait dire d'accomplissement de soi, t'as un premier stade qui est l'inertie. Donc t'es dans l'inertie, t'es bloqué dans un cadre de croyance, tu fais ce qu'on te dit, voilà. Ensuite, parfois tu sens qu'il faut que tu sortes de l'inertie. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas copier. C'est le premier truc, tu dois copier plein de trucs, plein de gens, pour pouvoir... je sais plus l'ordre des trucs, mais ouais, copier. Donc tu vas copier des modèles qui t'inspirent parce que tu sens que ce que tu fais, ça suffit pas et tu as envie de plus. Tu prendrais un chapitre de Derek Sivers par Voilà. exemple Et tu le copies. Je copie sans C'est ça. réfléchir. Ouais. Ou tu prends ton fan sur YouTube et tu vis pareil que lui, ou tu veux être le youtubeur, ou tu veux... Voilà. Mais c'est pareil en fait dans l'évolution artistique, tu es obligé de copier au départ. Ouais. Ensuite, tu te rends compte des limites des gens que tu copies, une fois que tu en as copié un certain nombre, et donc tu commences à avoir de l'intuition, il me semble. Donc tu commences à... Ou peut-être l'intuition, ça vient avant le fait de copier, en fait, je sais plus. Bref, et ensuite, à la fin, tu termines par... Il y a 5 stades, mais le dernier, c'est inspiration. Et donc, simplement, t'es inspiré et tu sais ce qui est bon pour toi et t'es connecté un peu. Ça marche pour le truc spirituel, mais aussi pour le truc artistique et pour l'évolution de vie, quoi. Et donc, bref, ce modèle-là que j'ai très mal expliqué, c'est ce modèle-là qui m'inspire en me disant... J'ai l'impression d'être dans une phase où, aujourd'hui, j'ai un peu l'intuition de ce que j'ai besoin de faire, envie de faire. Mais je suis encore au stade où je copie, tu vois. J'ai envie de copier des manières de vivre pour voir ce qui me plaît le plus. Et peut-être que plus j'évoluerai dans ma vie, plus je serai âgé, plus je saurai en fait pourquoi je suis là et c'est quoi mon chemin de vie, quoi. Mais j'ai l'impression que tu as quand même une phase jusqu'à peut-être 35, 40, je sais pas, ça dépend des gens peut-être, mais où tu dois copier, tu vois, et aller profondément dans le contraste pour te rendre compte le plus vite possible de pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu dois accomplir, quoi. Et comment tu dois vivre. Et donc... Au final, c'est marrant parce qu'on pourrait faire un parallèle avec le business. Ouais. Où souvent tu vas commencer, tu vas copier un business model, tu vas développer une activité, puis en fait tu vas te rendre compte que c'est pas exactement ça que tu aimerais faire et tu vas changer 3, 4, 5, 10 fois. Et peut-être qu'un jour tu vas trouver une architecture, un écosystème de business qui va vraiment te parler. Ouais. Mais il faut aller, moi j'y suis allé dans les startups par exemple, c'est assez loin au final de qui je suis, de ce que je valorise. Mais ça je ne savais pas assez quand j'avais 22-23 ans. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu après faire les choses d'après et par contraste après et comparaison me dire c'est plus vers ça que j'ai envie d'aller, quoi. Ouais, trouver tes valeurs hautes et orienter ton business vers tes valeurs hautes, quoi. C'est parce que dans le business ça a l'air assez logique, mais dans sa manière de vivre on y pense moins. Ouais. Non, complètement. Alors que pourtant c'est l'essentiel, Ils quoi. pas beaucoup sur leur manière de penser et de vivre. Enfin, j'ai l'impression de l'extérieur. Ouais, c'est ça, parce que c'est déjà très compliqué d'avoir tu vois, du confort, un niveau standard de confort. Alors si tu dois tout casser pour aller autre part, c'est du courage, quoi. Et t'es marginal. Regarde, ils étaient pas riches, Kerouac et ses potes. Ouais. Donc ils étaient pas. Ça demande du courage, ouais. Ils étaient courageux. Quand tu prends aussi l'exemple de Derek Sivers, qu'on aime beaucoup tous les deux, donc qu'on recommande énormément. D'ailleurs, le site Derek Sivers, c'est incroyable, et ses livres aussi. Moi, je préfère le site, mais les livres sont très bons aussi. Et comme tu me disais, tu vois, j'avais oublié même cette phase où il se sentait riche avant d'avoir de l'argent, parce qu'après, il a trouvé qu'il a vendu sa boîte. Toi, tu le sais, mais il a vendu sa boîte une vingtaine de millions. Donc voilà, on pourrait dire oui, mais toi t'es facile, tu fais ta vie comme tu veux, mais t'es riche, quoi. Ouais. Mais en fait, même quand il avait gagné genre 1000 ou 2000 dollars par mois quand il faisait du cirque, même moins que ça peut-être, il se considérait riche lui. Ce qu'il disait, quoi. Moi j'avais oublié, mais du coup ça m'a rappelé à quel point il est puissant du coup Derek Sivers, parce qu'en fait il a toujours incarné sa philosophie de vie. C'est ça. Bien avant d'avoir solve le problème de l'argent, entre guillemets. Complètement. Ouais, sa philosophie c'était de dire en gros si je mange il mangeait que des toasts avec du peanut butter et du jam. Okay. Et il avait une coloc à genre 6. Donc tu vois, genre, il avait un loyer. Enfin, en gros, total des charges de vie fixe mensuelles, c'est genre 500 €, tu vois, ou 400 €. Et il se disait, je peux le faire en 2 soirées de cirque, je peux faire ce montant. Donc je travaille 2 soirées par mois et je peux vivre et me concentrer sur la perfection de mon art, quoi.
Mister Money Moustache, tous les trucs sur l'intelligence financière, de toute façon, c'est ça, quoi. C'est Ah oui, diminuer ses dépenses. tu Et connais aussi, ouais. ouais, c'est ça. Et du Sur coup, le- finalement, on pourrait dire, oh, il est ouf, il a compris enfin, que juste tu couvres tes dépenses fixes mensuelles et après, t'as la liberté, quoi. T'as pas besoin d'aller plus loin et tout. Comme les Américains, comme tout ce qu'on ouais. dit. Mais D'ailleurs, c'était la philosophie avant la période industrielle. Il y avait l'ère des artisans, des gens qui travaillaient sur les terres, etc. Donc certes, ils travaillaient pour un noble, lui c'était pour les nobles. Euh, la noblesse, oui, c'était les serfs, il y avait le clergé, notamment en France ouais, pendant le Moyen-Âge. Mais en réalité, ils travaillaient beaucoup moins et parfois ils travaillaient de manière à que ce soit suffisant, d'avoir des ressources suffisantes pour pouvoir vivre. Il n'y avait pas cette notion d'accumulation de patrimoine avant. c'est clair. Et même, par exemple, il y a l'histoire de Henry Ford qui a essayé d'installer une usine à caoutchouc avant que le caoutchouc se fasse par le pétrole. Je sais plus si c'était au Brésil ou au Mexique. Il installe son usine, il met tous les standards américains partout. Bon, désastre, parce que désastre écologique, les bugs, enfin les insectes envahissent, ils tuent tout le monde, machin et tout. Mais surtout, les ouvriers, en fait, ils disaient, mais en fait, je travaille 4 jours chez toi, j'ai assez d'argent pour le mois, je veux pas revenir, quoi. Et il a jamais réussi à se confronter à la culture. Donc, en fait, nous, on est hyper ethnocentrés sur la culture du travail, sur la culture du confort et tout. Mais donc, je pense, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon 70% de la planète qui pense pas comme nous, quoi. Et qui, tu vois, si on regarde vraiment les stats, tu vois, il y a un bon 70% de la planète qui est pas obsédé par le travail comme occidentaux et asiatiques, quoi. C'est un peu comme Qui ça. le sont aussi en Asie. T'as senti ça? Ah, ils le sont même plus que nous, en Chine, Ouais. même au Japon, tu vois, t'as un taux de chômage à genre moins d'1%, De suicide aussi et de burn-out. de suicide, de burn-out, mais parce que t'as un truc d'utilité sociale C'est absolue le... au Japon. Ce qui Et est du fou, coup, c'est. parce que tu Vas-y. vois, tu sais, en économie, t'as le chiffre, je sais plus le nom, mais de chômage minimum pour que les gens se mettent pour qu'il y ait suffisamment de chaos social pour que les gens, tu vois, se motivent à travailler, quoi. Et genre, au Japon, il est de moins de 1%. Tu mets même moins d'1% de taux de chômage, les gens vont quand même travailler et prendre les métiers de merde parce que se sentir inutile, c'est horrible pour eux. En France, il faut que le taux de chômage il soit à genre 10, 12, 15% pour que l'économie fonctionne. Ok. Parce que c'est une théorie économique, quoi. Ok, ouais. Mais c'est pour montrer que et je suppose que genre, dans les pays d'Amérique du Sud, certains pays orientaux, le truc il doit être à 40%, tu vois, pour que le pays fonctionne. Tu vois. Je t'en fous en fait. Ouais. Parce que tu profites de la vie et Donc ouais, si tu sors un peu de la culture ethnocentrée, c'est intéressant. Ouais, c'est fou ça, le rapport au travail. Et en même temps, ça qui est triste, un petit peu, c'est le paradoxe, c'est que c'est les civilisations qui produisent le plus de richesses. Quand on prend les indicateurs PIB ou autres, peut-être certaines régions d'Asie et l'Europe, et les États-Unis évidemment. Et en même temps, c'est les régions où les gens sont les plus désalignés parfois et ont complètement oublié qu'il y avait d'autres façons de vivre. Ouais, c'est Et ça. c'est le bug, c'est que ce qui fonctionne pour l'économie, pour la société ou pour le capitalisme, donc différents modèles économiques, n'est pas ce qui fonctionne peut-être le mieux pour l'individu parfois. C'est clair. Et c'est ça donc il faut réussir à s'extraire ou à questionner en tout cas. Ouais. Et la question, Et c'est même quand t'es comment. entrepreneur, c'est ça qui est ouf, parce que du coup on a des entrepreneurs qui nous écoutent et on est entrepreneur, c'est que même l'entrepreneuriat a une forme de juste d'un peu d'évolution parfois du paradigme, on va dire du salariat où on a moins de levier, moins de certains moins. Enfin, on pourrait débattre, c'est pas le sujet de l'épisode, mais en tout cas l'entrepreneuriat parfois est lui-même un nouveau problème aussi qui va te pousser à continuer à cultiver ces façons de penser et d'être occidentales ou asiatiques, tu disais quoi. Ouais, c'est clair. Et ouais. Et quand tu parlais tout à l'heure, tu sais, je me disais, mais les gens qui écoutent le podcast, ils vont se dire, c'est beau de parler de Kerouac, enfin, tous ces gens qui ont eu en fait le courage de tout envoyer balader pour faire des tests, pour Ouais. s'immerger dans un truc un peu artistique, de suivre leur intuition, leur curiosité. Euh, mais tu vois, la plupart des gens se disent, mais en fait, non, mais moi, je peux pas, j'ai une famille, des enfants, un mari, Mm. tout ce que tu veux, quoi. Ouais. Et donc, il y a aussi cette question-là qui est intéressante, à mon avis, c'est comment tu concilies l'exploration de ta philosophie de vie tout en ayant des contraintes. Et peut-être aussi quand tu es jeune, comment tu mets pas de contraintes trop vite avant d'avoir trouvé ta philosophie de vie et fait tes explorations. Euh, Complètement. Parce que la vie est un peu faite aussi pour La vie occidentale est faite pour te piéger, quoi, entre guillemets. Ouais, bah t'as des narratives justement qui sont dominantes et que tu vas suivre un petit peu sans réfléchir. Alors, alors, évidemment, le plus t'es jeune, le plus c'est simple. Donc effectivement, chaque décennie qui passe crée son lot de contraintes. T'as aussi peut-être moins d'énergie. Tu te rigidifies aussi. Tu te bats contre toi-même de certaine manière aussi parce que t'as des schémas de pensée qui sont quand même de plus en plus bornés un petit peu. J'ai l'impression que le plus t'es âgé. C'est pour certaines personnes en tout cas qui font pas cet exercice.
C'est comme quelqu'un qui a jamais fait de. Bah, typiquement, moi, tu vois, en sport, je suis pas souple. Ouais. J'ai jamais fait d'exercice de mobilité, de souplesse et tout. Et c'est un problème, en fait, tu vois. Parce que c'était pas un problème quand j'avais 18 ans, tu vois. Mais ça, là, dans la trentaine, ça commence à être un problème, je pense. Tu vois. Il faut absolument que je règle ce genre de choses si je veux continuer à faire du sport correctement à 40, 50, 60 ans, tu vois. Ouais, complètement. Donc, c'est un peu pareil pour la pensée, l'esprit, je pense. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal, en fait, à. Alors, c'est toujours dur de donner des conseils absolus, mais dans la vingtaine notamment, ou l'adolescence, ouais, avoir un minimum de contraintes, quoi, vraiment. Je trouve ça beau de s'engager dans certaines phases de vie pour apprendre des choses, mais il faut vraiment éviter les choix au maximum irréversibles, type se mettre des dettes, s'engager trop, même dans des. J'allais dire, même, alors c'est mon point de vue, mais même dans des relations amoureuses, des fois, s'engager trop, trop, trop longtemps, on va dire. Euh, ouais, vraiment rester vraiment dans de l'exploration au maximum, en tout cas avoir d'énormes parts d'exploration, justement parce que comme tu as dit, en fait, on se coupe de trop de choses, en fait, il y a trop d'expériences qui t'aideront après plus tard dans ta vie, en fait, ou qui, pour se limiter, d'être dans un tout petit paradigme quand tu es aussi jeune, je me dis quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Cette idée de... Et, euh, et en même temps, les gens vont se dire il faut de l'argent, il faut. Et en fait, c'est faux. Enfin, on l'a bien dit dans l'épisode, enfin, depuis ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a plein de manières aujourd'hui quand tu es jeune de partir à l'étranger, de vivre. Là, j'ai un pote dont je t'avais parlé, Martin Anonier, qui fait son voyage à vélo. Il devait partir en Afrique, bon, finalement, il va en Inde, là, parce que bon, c'est la guerre en Afrique, au moment où on parle, notamment dans le milieu de l'Afrique, le nord de l'Afrique subsaharienne. Et, euh, et il a pas d'argent. Et lui, il m'a marqué, tu vois, parce que je trouve que c'est un bon exemple. C'est un gars qui a des connaissances un peu business, il s'intéresse à ça, il voulait pas travailler, il voulait pas être salarié, il a 25 ans là. Il, il sait écrire, il sait faire des vidéos, enfin il a plein de skills qu'il pourrait monétiser. Et quand je l'ai rencontré, il avait que un client en ghostwriting. Donc ghostwriting, donc, pour ceux qui savent, il écrivait du coup, des publications sur des réseaux sociaux pour d'autres personnes. Et moi dans ma tête, je me disais, mais pourquoi tu fais pas plus? Pourquoi t'as pas plus de clients? C'est pas antifragile, si tu le perds, t'as plus rien. Et en fait, il me disait, ben, moi je m'en fous, en fait, je veux juste le minimum du minimum pour prendre mon vélo, voyager et faire mes vidéos YouTube, quoi, et faire des documentaires pour sa chaîne. Et lui, il m'avait mis une claque parce que j'étais dans un rythme un peu l'an dernier, donc en 2024, où je travaillais beaucoup, je m'étais mis dans une grosse charge de travail, même au-delà de perspectives, mais même pour moi, pour reprendre, on va dire, de l'aisance financière et euh, dans un peut-être futur avec un besoin, tu vois, qui était même. Je commençais à raconter un narratif, il faut faire beaucoup d'argent, etc., etc. Et au final, je retombe sur ce mec-là qui fait tout l'opposé, quoi. Qui a 25 ans, que je rencontre dans un parc à Budapest, complètement random, et qui me raconte son histoire. Et en fait, je sais pas que c'est lui qui avait raison, mais en tout cas, il m'a remis en questionnement. Il m'a ramené à Thoreau, Christopher McCandless, Into the Wild, Kerouac et compagnie, donc ceux qui m'ont marqué dans mon adolescence. Et il m'a rappelé aussi à pourquoi je suis devenu entrepreneur, tu vois. Ouais. Qui est pas dans une quête de méga riche ou des trucs comme ça. C'était entre guillemets, c'est ça rigolant, mais pour rien faire, lire des livres, aller au cinéma le mardi après-midi quand je veux, tu vois, passer du temps avec mes amis, écrire des trucs, marcher, tu vois. Enfin, en fait, ce que je peux déjà faire en réalité, tu vois. Euh, mais alors après, tu peux te mettre des nouvelles quêtes, des nouveaux défis. Moi, j'aime bien aussi. J'ai une autre partie de moi qui aime les défis, les challenges, les compétitions, toutes ces choses-là, avec soi-même ou avec d'autres. Mais ça m'a vachement marqué, toi. Je dirais que c'est même peut-être une des rencontres qui m'a le plus marqué en 2024 parce qu'en fait, il m'a montré qu'il incarnait purement sa philosophie et pleinement sa philosophie de vie. Et que moi, au final, peut-être que je le faisais moins que lui à ce moment-là. Par rapport à ce qui était pour moi important, ce que j'avais envie enfin, comment je pensais la vie et ce que j'avais envie d'incarner. Donc là, j'étais un exemple hyper concret au final, mais je trouve que c'était assez parlant. Non, c'est hyper parlant, c'est clair. Ouais. Ouais. Du coup, la question, c'est, enfin, je sais pas si tu as des réponses, mais comment tu sais où chercher, quoi explorer en toi? Qu'est-ce que tu as vraiment exploré? Quelles sont tes valeurs hautes? Et comment ensuite tu trouves le courage et la communauté pour y aller? Bah, c'est un peu ce que tu as dit dans ton framework tout à l'heure, là, avec les 5 étapes, de 4. Oui, copie, machin. Les gens iront voir. Euh, je, je pense que tu as dit un petit peu. Je pense encore, en fait, alors pour certains, peut-être qu'ils vont se dire, parle beaucoup de philo, certaines images sur les réseaux, on va dire, mais toujours en quête, toujours en questionnement,
toujours dans une phase d'exploration, j'ai l'impression, par rapport à ces choses-là. Ça m'arrive encore, entre guillemets, de copier, entre guillemets, quelqu'un qui m'inspire et me dire, ah, j'aimerais bien faire ça, et tu sais, être sur YouTube aussi, et dire, mais cette vie, elle a l'air incroyable, j'ai envie de faire pareil. Et tu sais, d'être un peu comme d'être porté un peu par le vent, des fois encore, et pas être encore assis pleinement, à fond dans sa philosophie de vie, où tu dis, voilà, c'est ça mon truc. Est-ce que tu penses que tu la trouves un jour, tu vois, la tienne? Je sais pas. Je suis pas Est-ce qu'on convaincu, est-ce moi. qu'on doit la trouver, ou est-ce que moi je la trouverai? Enfin, parce que du coup, moi, je crois beaucoup aux phases de vie. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où t'as ta phase de Euh, vie plus longue finale, tu vois, Ouais, où tu te... eh ben je pense pas. Effectivement, quand on y pense, je pense que tu vas. En tout cas, je n'aimerais pas, j'ai l'impression, que ce soit à 100% le cas. Ouais. Je pense qu'il y a des parties de ta vie que tu vas à un moment te dire, au-delà d'une phase, du coup, parce que tu as effectivement phase de vie, donc un moment un peu délimité dans le temps, où tu vas vivre une certaine manière enfin une certaine philosophie de vie que tu vas tester, et des projets que tu vas faire. Mais au-delà de ça, même sur, je sais pas, imaginons, là j'ai 34, je sais pas, 38 ans, je me dis, sur cet aspect-là de ma vie, je pense que peux me projeter dans un jeu infini. Exemple, m'engager dans un lieu, tu vois, avec une résidence principale ou secondaire, tu vois. Ça veut pas dire que toute ma vie je suis marié au lieu, mais je me projette potentiellement toute ma vie. Ça me dérangerait pas au moment où je prends la décision que ce soit toute la vie comme ça. C'est plus comme ça que je vais penser le truc, tu vois. C'est que sur cet aspect-là, je pense que je suis prêt à faire all-in tout en ayant la capacité, s'il se passe un truc, de changer. Je pense que c'est plutôt comme ça que je prendrai mes décisions et que je développerai sur certaines parts de ma vie, c'est un domaine, je prendrai des choix forts. Et, euh, et j'espère pas. Et tu vois, pour amener aussi un concept, là, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. C'est qu'en Occident, tu vois, on revenait un petit peu tout à l'heure, tu disais du travail et tout. Mais en fait, quand on repart encore plus loin, on n'a pas un petit peu évoqué en privé, mais tu vois, on est héritier de Platon, de la pensée de l'Antiquité grecque notamment, et même de ses prédécesseurs. Et il y a vraiment cette idée de refus de l'impermanence Ouais. dans l'Occident, qui est complètement opposée pour le coup, avec les régions plus en Asie ou plus en Orient. Et je pense que ça nous fait beaucoup de mal. Enfin, ça nous a fait beaucoup de bien, on va dire, pour développer la pensée, développer les idées, et développer du coup aussi une économie et plein de choses. Voilà, on est très très bon en concept. Pas très bon. Certaines personnes sont très très bonnes en concept, pas tout le monde évidemment, mais ça apporte vraiment la pensée occidentale. Mais que ça nous fout, et on le voit bien en perspective en fait, c'est que ça nous met dans des espèces de stress des fois, de vouloir tout encapsuler dans des concepts, de vouloir tout penser de manière arrêtée, de pas imaginer même dans un business que le truc est fluide et que ça va évoluer, de se considérer que c'est presque une tare si le truc évolue. Ouais. Alors que ça devrait être, c'est la vie en fait, tu vois. Ça devrait être normal en fait. C'était un des premiers trucs qu'on s'était pris un peu là, pas pris à tête, mais pas du tout, mais la phrase qui nous avait fait un peu vriller là, quand on pensait à Héraclite, quand on était à Budapest il y a 4 ans, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau, dans la même rivière, ouais. Et la vie c'est ça en fait. Et en fait nous les Occidentaux on fait tout l'inverse en fait. On veut que le truc, on veut arrêter, on veut analyser, on veut arrêter, on voit que des causes linéaires, on des veut problèmes observer, on a un esprit très complexes. scientifique. On veut donner un nom au truc pour pouvoir en parler, ce qui est utile hein, évidemment, mais on est plus dans je veux le conceptualiser et le penser que le vivre le truc, toi. Ouais. Tu vois, c'est quoi une retraite? Tu vas parler à quelqu'un dans la rue, tu vois, je sais pas, une soirée, tu dis j'ai fait une retraite perspective. Mais c'est quoi une retraite? Puis après t'es obligé de l'encapsuler expliquer du coup on fait venir des gens, on passe 4 jours, ça se passe comme ça. Puis après il va vouloir t'expliquer, ouais, conceptualiser le truc. Et peut-être que tu préférais dire une retraite c'est un moment, en tout cas c'est un truc que comment tu t'es senti quoi, Ouais. j'étais comme ça, c'est des moments hors du temps. Je sais pas comment te l'expliquer. Enfin, tu vois, c'est dur à expliquer concrètement. C'est quoi vivre une retraite par rapport à c'est quoi faire une retraite. Entre comment tu vis la retraite. Moi, je saurais pas expliquer et que les gens puissent vraiment revivre l'expérience. Tu peux pas, Mais non, je c'est peux le juste moment, te dire, quoi. c'est 4 jours, les gens viennent à cet endroit, il y a des workshops, il y a des balades, il y a ça. Voilà, c'est le concept de la retraite. Plus ou moins. Et c'est très limité au final, quoi. Tu peux rien transmettre, quoi. Et puis quand tu commences à le conceptualiser, si on dit que c'est ça la retraite perspective, la fois d'après, si on fait autre chose, on va peut-être nous le reprocher, tu vois. Ah, mais moi je pensais que la retraite perspective, en fait, il y avait des workshops, il y avait des tables rondes. Et imagine la prochaine fois, on part que faire une randonnée pendant 4 jours. Et on dit prenez vos tentes et on part. Il y en a qui aimeraient, mais du coup ils vont dire ouais, mais c'est pas ça la retraite perspective. Et là, ça nous fige dans le truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est hyper chiant, ça. Et on l'a tous, du coup, ça, ce truc de
moi, je sais que c'est en moi, même si j'essaie de me battre avec ça, parce que je trouve que c'est chiant, en fait, d'avoir cette façon de penser, mais c'est dans l'inconscient collectif occidental, quoi. C'est clair. Et je pense que le livre Fluke, pour le coup de Brian Klaas, c'est une très bonne référence sur ça. Sur le chaos, ouais, Sur le chaos, ouais, sur comment est-ce que en Occident. Et Factfulness aussi, il est, tu vois, tous les biais occidentaux de la pensée, de voir le biais de la ligne droite, le biais des causes linéaires et des problèmes complexes, pas voir l'impermanence, etc. Tandis qu'effectivement, quand tu regardes tout ce qui vient d'une sagesse plutôt intuitive, ce qu'on appelle les sagesses orientales, quoi, tout ce qui nous vient du coup des traditions, je sais pas, bouddhistes, yogiques, euh, même de l'aïkido au Japon ou autre, tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est un truc qui vient de l'intelligence du corps plutôt et de la sensation directe de l'expérience. C'est plutôt un truc qui vient de là, quoi, qui a été trouvé de manière un peu empirique et pas pensé par l'extérieur. Ouais. Et donc, ça a toujours un concept d'impermanence, d'équanimité, d'intelligence du corps qui sait que le rationnel, le mental, est pas du tout aussi intelligent que l'intelligence intuitive. Et j'ai l'impression qu'il y a de ça dans toutes les traditions un peu orientales qui partent du coup de cette manière de concevoir la vie, quoi. Hmm. Mais ouais. Et toi, en tant que. On est français, t'as l'impression que toi, t'arrives à intégrer ça dans ta façon de vivre? De plus en plus, ouais. Mais surtout parce que du coup, là, cette année, je suis parti à Londres faire un master de danse. Euh, mon, mon chemin, c'est de plus en plus méditer, me reconnecter au corps, écouter l'intelligence du corps. Et plus je fais ça, plus du coup, je libère des choses dans mon corps. Tu sais, il y a de plus en plus d'études, de recherches autour de. En fait, t'es pas un cerveau dans un corps, quoi. T'es un corps. Le système nerveux, il y a 30% qui est dans la colonne vertébrale, dans tous les nerfs. Euh, c'est l'intelligence corporelle, tu vois. Où est la conscience? Est-ce que c'est la conscience externe qui pilote le ghost in the machine, quoi? Ou est-ce que c'est simplement les interactions entre neurones, signaux électriques qui te donnent l'illusion de la conscience, quoi? Bref, mais du coup, en fait, on est un corps, quoi. Et en fait, quand on a une émotion ou autre, elle part avant tout de ce corps, avant d'avoir une incidence sur un objet conceptuel, un objet de pensée, une image. Mais l'émotion, elle est corporelle, quoi. Et donc, quand on grandit, en fait, comme on apprend, c'est qu'on fiche des choses dans notre corps, dans la mémoire cellulaire, dans une manière ou d'une autre, une mémoire corporelle, quoi. Et tout est stocké dans le corps. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on voit que MBTI, ça vient des chaînes musculaires. Tous les trucs qu'on pensait être, tu vois, propres au mental, en fait, c'est des choses qui viennent du corps. Et donc, tout ça pour dire que quand tu danses et que tu te reconnectes au corps, tu défiges beaucoup de ces schémas. Parce que tu les danses, tu sors de la rigidité, tu réinformes en fait ton corps et tu le laisses s'exprimer et tu lui redonnes son énergie spontanée, quoi, qui s'exprime au lieu de s'exprimer par des patterns que tu lui as définis. Et donc, en fait, en faisant ce processus de libération un peu par le mouvement, par la reconnexion au corps, par l'écoute du corps, euh, j'ai l'impression que tu défiches de plus en plus de schémas et petit à petit, tu peux incarner pour de vrai dans ton quotidien de plus en plus cette posture d'équanimité par rapport aux situations, etc. En tout cas, c'est ma perspective, c'est ma recherche actuelle. Et moi, en tout cas, je te dis, c'est ça qui me permet aujourd'hui, de plus en plus, je pense, vivre comment dire, cette vision des sagesses orientales du monde, quoi. Et t'as l'impression, je sais pas si t'étais comme ça avant et que t'as l'impression que tu progresses, que j'ai l'impression que c'est un peu comme avec la philo, tu vois, on dit le philosophe n'est jamais sage, il est en quête de sagesse, et que tu ne seras jamais sage comme les sages, justement, qui est une figure très, au final, métaphorique. Et tu vois, tu peux viser à être Socrate, mais tu seras jamais Socrate, en gros. Ouais, Et moi, j'ai un peu ça, par exemple, tu vois, je vois un peu toujours les choses comme ça, comme une espèce de quête infinie où j'arriverai pas au bout. De toute façon, c'est un jeu infini, et je peux juste un peu mieux avancer dans ce chemin qui je trouve intéressant. Un exemple concret, être dans sa tête, tu vois, être toujours dans sa tête, penser, et du coup ne pas être connecté. Par exemple, j'ai un truc, c'est que je me cogne tout le temps, tu vois. ouais, c'est vrai. Marrant, tu vois, c'est que, je sais pas si t'as déjà vu, Si, mais j'ai j'ai vu. déjà vu, ouais. Et encore, moi, je sais pas, j'ai l'impression que parce que là c'est des grands espaces, mais quand je suis dans un plus petit espace, je me cogne au poignet par exemple, des trucs comme ça. Parce que je suis trop dans ma tête, je vais penser à un truc, et puis je vois pas, je vois l'espace, mais je vois pas la poignée qui Les dépasse, et détails, paf, je ouais. me la prends, tu vois. Ça fait mal. 2-3 fois par jour, ça fait mal, ça fait chier. Il y a des trucs à Mais bosser, on voit pas sur la ouais, caméra, mais. ouais, j'ai beaucoup de bleu et tout. Et il y avait Étienne du Dolmen que j'aime bien parler aussi, qui est un ami youtubeur, qui philosophe, qui, qui avait fait un article là-dessus justement. Et je vois que lui, par exemple, il fait aussi un gros travail en ce moment sur et beaucoup de conférences dans sa communauté sur le rapport au corps,
sur le breathwork, il a plein de lectures, je crois que ça s'appelle Stefan Grof. Peut-être Ouais, que tu connais. Stanislas Grof. Ouais, Stanislas Grof, c'est Grof. Ouais, du fondateur Ça. de la respiration holotropique, Il m'a qui a été un des pères du LSD. il m'a recommandé ces lectures. Ouais, c'est pas Il mal. a lu Plotkin aussi, Bien sûr, on ouais. peut donner en référence, que tu m'avais conseillé aussi, Human Soul. Nature and the Human Soul. Nature is a Human Soul. Et je trouve ça intéressant en fait de voir des gars qui viennent de la pensée, qui sont construits vraiment en créant leur petit château conceptuel et leur bagage intellectuel, et qui vont de plus en plus vers le rapport au corps aussi. Et du coup, je sais qu'une de ses quêtes, lui, c'était ça aussi, et je pense que je la vis aussi, c'est comment continuer à développer quand même ses idées, ce que je trouve très stimulant, sans être toute ma vie que dans la tête, tu vois. Et toi, est-ce que... Après, tu fais de la danse depuis que tu es tout petit aussi, ça a dû t'aider, je pense. Mais comment tu vis le truc? Est-ce que c'est une quête, tu te dis, toi, comment je peux être toujours un peu moins dans le mental? Ouais. Et si oui, comment tu fais, même si tu as déjà répondu en partie avec ce que tu nous as présenté avant? Ouais. Bah, c'est vrai que pour définir un peu des notions qui m'aident à réfléchir à ça, on avait eu la conversation, je pense, il y a 2 ans de c'est quoi la pleine conscience? C'est quoi ta définition? Ouais. Tu m'avais posé la question. Oui. Et moi, j'avais dit la conscience, c'est un spectre, quoi. Et c'est un. En fait, ça n'existe pas la pleine conscience. C'est juste, tu as des états de conscience en permanence qui sont différents, quoi. T'as un état de conscience classique, chacun, tu vois, où t'es un peu dans ton mode par défaut, t'es peut-être beaucoup dans la tête, beaucoup dans les pensées, un peu dans le champ visuel pour analyser et lire des trucs, mais très peu dans le champ auditif, très peu dans le champ sensoriel, du coup, du corps, très peu dans le champ, tu vois, de la gratitude, la connexion à l'amour, à Dieu, très peu dans le champ de l'énergie sensible qui te traverse, tu vois, dans ton corps subtil, Ouais. très peu dans tout ça, tu vois. Maintenant, et du coup, ensuite, en faisant différentes pratiques, tu peux changer un peu cet état de conscience. Tu peux être beaucoup moins dans le mental ou carrément couper les pensées si tu veux, si tu t'entraînes, quoi, et être beaucoup plus dans une présence subtile des énergies, sensible du corps, je sais pas, de l'audition et de la gratitude, quoi. Ça peut être ça, en fait, ton ingénierie. Et, et donc, en fait, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux vivre au quotidien et dans quel état tu veux être pour ensuite, du coup, faire de l'ingénierie interne et changer ton état de conscience, quoi. C'était pas... Tu m'avais conseillé de lire Sadhguru. Sadhguru, il parle beaucoup de l'ingénierie intérieure, ouais. C'était un des sujets qui était Ouais. évoqué. Ouais, à l'époque, Ça donne des références, en même temps, on profite pour les gens qui veulent ouais, c'est clair. continuer à lire après des livres entiers sur ces sujets. Ouais. Ouais. Inner Engineering of a Yogi ou je sais plus quoi. Ouais, Sadhguru, c'est De le Sadhguru, livre ouais. principal, C'est traduit en ça. français. Et donc, ouais, et donc du coup, en gros, ouais, Sadhguru, ouais, il parle de ça, l'ingénierie intérieure, comment tu fais pour faire des pratiques pour t'ingénierer et le yoga qui te permet de faire ça, quoi. Et globalement, dans la plupart des traditions orientales, ils reconnaissent que l'état de conscience que tu cherches à obtenir, c'est un état où tu sors justement du mental, donc du champ des pensées, etc. Et où tu te concentres plutôt, ça dépend des pratiques, mais parfois sur le corps, parfois sur la respiration, parfois sur un mantra, ça dépend. Mais pour avoir accès à ta véritable nature, qui n'est donc pas ton mental, mais qui est la présence simple, plus grande, et ensuite après tu peux te dissoudre comme une goutte dans l'océan, dans la conscience globale, quoi. Faut le vivre, hein, pas pour le comprendre, mais en gros c'est ça le truc sur lequel tout le monde se met un peu d'accord. Et voilà, et donc du coup, il faut choisir en fait comment tu veux vivre au quotidien. Est-ce que c'est ton but ou pas dans ta philosophie de vie, quoi, d'être plus en conscience de ton corps ou plus en conscience de ceci ou de cela. Et une fois que tu choisis ça, ou peut-être tu choisis ça pour des phases de vie, après ouais, effectivement, il y a des pratiques tu vois, qui te permettent d'être plus comme ça. Par exemple, Vipassana, tu scannes ton corps 1 heure par jour. Tu passes 1 heure par jour, ou 2 heures par jour, même matin et soir, si tu suis le protocole précis, à scanner ton corps de la tête aux pieds, et des pieds à la tête, comme ça. Et plus tu scannes, en fait, plus tu vois, parce qu'au début, tu as des zones que tu sens même pas. Et puis après, petit à petit, tu sens de plus en plus, et puis tu remappes tout ton corps, en fait, dans les sensations. Et après, tu sens des flux d'énergie qui te traversent, et après, tu peux juste faire circuler l'énergie comme tu veux à l'intérieur de ton corps. Et après, tu vas être de plus en plus subtil, et tu peux faire des boules d'énergie, les faire exploser, les transmettre, l'envoyer à des gens. Et tu es dans le subtil, en fait, plus tu sens, quoi. Mais c'est un truc très empirique, quand tu demandes à tout le monde sent ça quand il médite longtemps, quoi. Ouais. Et donc, du coup, quand tu fais ça 2 heures par jour, petit à petit dans ton quotidien, en fait, tu passes ta vie à scanner ton corps. Du coup, tu parles aux gens, mais en fait, en même temps, tu es en train de scanner ton corps, de sentir l'énergie dans ton corps, dans celui de l'autre. Et donc, pour le coup, tu es dans un état de conscience qui est peu propice à la discussion, quoi. Et on le voit avec les gens qui... Mais j'ai du coup, t'es pas vraiment Enfin, du coup, t'es quand même... C'est une forme de mental, parce que t'es en train d'analyser d'une certaine manière ton corps. Non, tu es dans la sensation. La sensation, ok. Tu passes par une sensation purement corporelle et il n'y a pas de champ conceptuel du tout. Ok. T'as pas de pensée. Ok.
Tu peux, en Mais fait, tu par peux contre, ne pas avoir de pensée, mais t'es pas diriger ton présent attention. avec ton interlocuteur. Si, tu peux. Enfin, ils appellent ça le drishti, les yogis. Ok. Tu diriges ton drishti, par exemple, enfin ton attention sur 50% toi, 50% l'autre. Ok. Ou peut-être, en fait, certains, tu vois, qui sont plutôt chamans, dirigent pas 30% vers l'intelligence du corps de l'autre, l'énergie de l'autre, ils sentent des trucs. 30% chez eux pour voir comment eux ils se sentent, et 10% sur la voix, tu vois. Tu t'en fous un peu de ce qu'ils disent dans les concepts. Ok, ouais. Parce que ton corps dit plus de trucs, tu vois. Ou en ego, tu vois, tu peux faire pareil, tu peux. Pour brainfuck l'autre, quoi, tu vois, tu peux. 10% sur ce qu'il dit, tu réponds même pas trop à ce qu'il dit, mais tu. Enfin voilà. Ouais, ok. Donc tu peux vraiment t'ingénierer comme tu veux, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, il y a des pratiques. Et moi, personnellement, bah, plus je suis dans une période où je danse tout le temps, où je médite, plus effectivement je suis comme ça dans le quotidien, et plus je suis dans la tête et les concepts, dans le déplacement, dans le déracinement, etc. Plus je vais monter dans la tête et je peux aussi me cogner, tu vois, à ce moment-là, peut-être. Ouais. Toi, Donc ça t'as dépend. une préférence de manière d'être ou t'aimes explorer les deux? Ou les trois, s'il y en a, ou les infinis, s'il y en a plus encore? Ou t'as l'impression de te dire, il y a un état qui te. Ça dépend de la phase de vie, moi, pour Ouais, moi. ok. Mais t'aimes bien l'idée, du coup, c'est un peu comme une boîte à outils de pouvoir te mettre dans différentes dispositions. Ouais, c'est C'est ça. assez cool, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, et j'aime beaucoup le contraste, tu vois, entre être en train de faire des automatisations du code jusqu'à 6 heures du mat, être complètement éclaté, prendre beaucoup de café, euh, la nicotine, et du tabac pour me remettre, tu vois, et tu vois, être complètement Ouais, c'est ça qui est éclaté impressionnant. comme ça. Ouais, ouais. Et ensuite, la semaine d'après, être en mode bouddhiste, me Ok. coucher à 21h, faire la danse 6-7 heures par jour. Ouais. C'est ça que j'aime bien chez toi, parce que t'as le. Quand on parle de polymath, donc vraiment le vrai polymath capable de plein de manières différentes faire une forme d'art, mais même moi pour moi je le vois même dans une manière, une polymathie de manière de vivre. Et en fait on revient en boucle à boucle avec Derek Sivers encore, parce que souvent j'ai l'impression que les gens sont pas forcément, ils ont un truc sur lequel ils ont l'air vraiment pertinent, pas forcément intellectuellement mais même dans une posture, une manière d'être. Tu vas effectivement avoir le profil un peu Vipassana qui va être tu vas dire ah ouais mais il est Ouais, illuminé, enfin enlightened, je sais pas comment dire, mais tu sens que tu peux pas trop parler avec lui, que c'est un peu ouais, je sais pas, il a cette tendance. Et toi, c'est vrai que tu vois, tu vas faire IA dans un workshop IA hyper deep, et puis après, tu peux aller faire de la danse, et puis après, on va aller faire du sport, et puis ça, je trouve ça assez cool. Assez cool là-dessus. Et puis au final, ça répond à la question aussi qu'il n'y a pas trop à choisir, et qu'en fait, tu as des phases de vie, c'est jouer avec différentes manières d'être, et que tu n'as pas à choisir, en fait, peut-être. Quoi. ouais, C'est c'est un peu ça. ça. Et on en revient à l'accepter que t'as pas à être limité à être un concept. Elliot Meunier, il a pas à être juste ça, quoi. Tu peux être ça, puis ça au même moment, et puis dans des phases de vie aussi différentes. Donc, hyper intéressant. C'est ça. Et Vas-y, du coup, j'ai envie de donner un concept de Bruno Marion, enfin, pas lui qui vas-y, l'a créé, mais vas-y. euh, sur le monde fractal, tu vois. Parce qu'on parlait au départ des origines culturelles, interculturelles, machin. Ouais, Tu sais, avant, on pouvait voir le monde comme t'as les Français. Tu vois, il n'y avait pas trop de communication entre frontières, d'internet. Donc t'avais les Français qui étaient d'une certaine manière, les Américains d'une autre manière. Chaque peuple, en fait, avait sa manière. Et donc t'étais dans un monde de cases, en fait. Et les individus, tu prends des Français, ils avaient beaucoup de similitudes entre eux. Et puis plus, du coup, Internet s'est développé, la transmission des connaissances, le nombre de connexions, l'intensité des connexions s'est amplifié, plus on est dans un monde fractal. Par exemple, tu prends la capitale Paris. En fait, Paris, c'est une parfaite représentation de l'ensemble du monde. T'as le quartier chinois, t'as le quartier ceci, t'as le quartier italien, et donc, cette ville est fractale. Et on pourrait prendre, en fait, un quartier, et le quartier aussi est fractal. T'as des étrangers de partout, etc. Et, et en fait, tu prends les individus, eux aussi sont fractales. Ils ont une partie d'eux qui viennent, tu vois, qui ont inspiré d'un livre qu'ils ont lu de telle culture, puis de tel autre truc. En fait, on a tous des parties Mm. qui pourraient correspondre à différentes cases. Et, et à l'intérieur de nos cellules, on a un patrimoine génétique qui est aussi fractal. Et en fait, ouais. la diversité, elle est à toutes les échelles du vivant et de l'être, en tout cas de chez les humains, quoi. Et voilà, donc je dis ça juste pour. Je sais pas pourquoi je dis ça, voilà, ça m'a inspiré. Non, mais ça permet de développer le concept qu'on disait tout à l'heure, Ouais, effectivement, avec comment dire, les différentes géographies aussi, l'impact d'Internet, l'impact de la diffusion de l'information.
qu'on peut voir aussi parfois d'un mauvais œil aussi, parce qu'au final, il y en a qui ils en parlaient déjà au XXe siècle, mais t'as l'américanisation de la société, par exemple. Tu vois, le chinois qui mange du McDonald's, tu vois, Ouais. au final, est-ce que des fois, il y a un côté un peu. Mais il y a l'inverse. Oui, Tu mais vois, il y le a chinois, toujours. il utilise toute la, enfin, pardon, l'américain, il utilise aussi que les produits en Chine. Ah ouais, c'est vrai, Il va manger aussi dans le magasin chinois. c'est vrai. Il adore les sushis, je sais pas. Enfin, c'est japonais, mais. Et je pense que, encore une fois, on en revient. Moi, c'est vraiment le truc vraiment d'occidental, enfin, vraiment notre pensée, je te dis, de côté vouloir conceptualiser, arrêter les choses. Parce que quand tu as dit, voilà, je peux avoir plein de phases de vie, je peux me développer de plein de manières, j'ai toujours l'impression quand même qu'à la fin, les gens, même quand ils nous écoutent, ils vont quand même se dire, ouais, mais il y a un moment, tu as besoin de savoir quitter, tu vois. Il y a un côté, tu sais, ça va revenir un peu au moi, au surmoi, je sais plus le bon terme, enfin, ou le soi de Freud, je connais pas assez bien ces Oui. distinctions. Et c'est en besoin quand même de se rattacher à quelque chose de fort, comme une encre, tu vois, au moins dire, bon, moi je suis ça, tu vois. Mais ça, c'est le chemin inverse de l'enseignement spirituel. Oui, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que. C'est. Mais alors, c'est intéressant ton point et tu peux le développer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même. Même quand en nous écoutant, là, je me mets à la place un petit peu, je pense qu'ils vont. Ouais, c'est bien, tu vas explorer plein de trucs, tu as des philosophies de vie, tu as des phases, machin, mais comment au final, à un moment, tu arrives à ancrer quelque chose si tant est qu'il faille ancrer quelque chose, tu Ah, vois. Ouais. est-ce qu'il faut ancrer quelque chose? En- Bah, Ouais, en tout cas, le chemin d'éveil, donc qui vise. En fait, c'est quoi l'éveil? C'est la réalisation du soi, la réalisation de qui t'es réellement, donc pas le moi, euh, comment tu t'es construit, Elliot, qui a des choses, des caractéristiques, mais le soi, qui est la conscience, quoi. Donc tu réalises que t'es ça. Et généralement, on décrit qu'il y a plusieurs expériences d'éveil et que tu vas rencontrer. Et qu'elles vont être de plus en plus intenses et de plus en plus extrêmes. Et qu'elles vont te montrer des trucs desquels tu dois te libérer, en fait. Euh, Parce que le but, du coup, pour réaliser la réalisation du soi, c'est de se laisser mourir, en fait, en quelque sorte, dans le moi et l'attachement au matériel et c'est l'équanimité, quoi. C'est la rivière, tu laisses couler. Et donc, à mesure que tu laisses couler et que tout s'évapore, tu peux enfin te dissoudre dans l'océan, quoi. C'est un peu ce truc-là, en tout cas, la technologie de l'éveil, quoi. Et donc, en fait, à chaque fois. Et donc, ouais, comment est-ce qu'on peut voir ces questionnements qui reviennent en permanence, tu vois? La structure égotique, elle a des besoins, surtout un besoin de sécurité. Et donc, dès qu'on veut commencer à la dissoudre, dès qu'on commence à avoir des expériences d'éveil, elle va nous rappeler, elle, à tu vois, un dialogue interne, un drama interne, des émotions internes ouais. qui vont être intenses de putain, mais en fait, je vais mourir si tu fais ça. Donc, en fait, non. Et du coup, elle nous recolle à l'ego en permanence, tu vois. Euh, et je pense que la vie nous envoie des expériences qui nous permettraient, tu vois, de se détacher. Et si à chaque fois que la vie nous envoie des expériences, tu vois, on arrive à se détacher de plus en plus, on atteint peut-être de plus en plus aussi ce stade d'équanimité euh, et de détachement qui permet ensuite la réalisation, quoi. c'est parce que moi, je saurais pas dire si j'ai. Enfin, je sais que j'ai ces sensations des fois, de me dire, justement, j'arrive à être équanime, à me détacher de certaines choses. Et puis parfois, il y a toujours une autre part qui revient du productif, du faire. Ouais, Et en fait, alors des fois, j'ai l'impression que le end goal, entre guillemets, ça c'est juste être, du coup. Côté, t'es là, t'es bien, pas besoin de courir partout. Tu peux avoir des projets, mais c'est un peu random au final, tu vois, c'est pas le plus important tout ça au final. Et, euh, et c'est un questionnement, alors on va pas ouvrir toute la parenthèse entière parce que sinon ça va prendre un deuxième épisode dans l'épisode là, mais c'est aussi pour moi le grand sujet avec l'intelligence artificielle qui questionne aussi sur l'être et quand le faire va être de plus en plus automatisé, délégué. Et je pense que c'est des sujets hyper importants à creuser et que chacun se pose la question effectivement de est-ce que c'est si grave que ça, par exemple, juste d'avoir des journées simples. Moi, je pense et c'est un peu le lieu aussi, c'est ça qui m'inspire et ce que je disais à Patricia, une membre de Perspective dans, le, dans la retraite, c'est quand on te dit, je sais pas, tes rêves, tu vas toujours chercher des trucs très ambitieux. Tes rêves, ça te met presque une pression de il faut que ce soit ambitieux. Tu c'est vois. ambitieux, ouais. Si t'as pas un truc stylé, ambitieux, c'est pas un rêve, c'est un truc. Donne-nous un truc, tu vois, genre, dis que tu veux faire des fusées, tu vois. Allez, go. Dis que tu veux changer le monde. Et alors que peut-être que le vrai rêve, parfois, c'est juste te dire, je peux passer une journée comme vous vivez ici, quoi, une journée
un peu lente, simple, avec des discussions profondes. Euh, et que c'est... Je dis pas que c'est la bonne manière de vivre, je dis juste que parfois t'es peut-être appelé vers ce genre de choses-là et c'est dur d'accepter aussi, quoi. Tu sais, t'as ton ego qui te dit non, il faut être ambitieux, faire de l'argent, il faut tout défoncer, tu vois. Et, les gens ils regardent, tu vois, entre guillemets, enfin tu te fais des films en fait, quoi. Je trouve ça hyper intéressant, j'ai pas de réponse, c'est un peu une réflexion un petit peu à la volée. Mais je sais pas si tu veux réagir là-dessus ou si toi comment tu le sens aussi, ça Ouais, t'évoque quelque chose, ça te parle. mais en tout cas, quand tu as dit, ouais, effectivement, t'as une part de toi qui te ramène toujours au business, au projet, à l'argent, quoi. Un truc Ouais, un peu comme ça. ouais voilà. Moi, je l'ai aussi. Et je pense qu'en tant qu'Occident, on l'a tous. Parce que on nous a tous enseigné que notre valeur, elle venait de notre statut, l'argent, etc. Et donc, on a une part en nous qu'ils nomment dans le dialogue intérieur la part du pusher. Et le pusher en nous encouragera toujours à aller plus loin pour faire des projets qui nous permettront d'être plus valorisés, en gros. Ok. Et elle aura toujours un dialogue qui est t'es pas assez bien, il faut que tu fasses plus, te relâche pas, etc. Et t'as d'autre part, t'as la part du rebelle, du coup, qui se construit souvent en l'enfant rebelle, quoi. C'est pas un truc équilibré, quoi, ce pattern. Ouais. Et donc, du coup, t'as le rebelle qui vient, qui s'équilibre, et qui parfois a envie de tout faire bouler. Et donc, du coup, quand t'es dans tu vois, ce triangle-là, un peu, cette balance-là, t'es jamais équilibré et jamais équanime, justement. Mm. Et donc, l'enjeu, à chaque fois que cette part revient, en tout cas, selon moi, les trucs qui me mettent dans ma technologie interne, c'est comment est-ce que tu fais pour la rebalancer, pour rester équanime. En fait, comment tu fais? Donc, tu dois comprendre que c'est une part et que c'est pas toi, tu vois, et que c'est pas la vérité. Ouais. Donc réussir à t'en détacher, c'est déjà pas facile. L'observer, l'écouter, peut-être lui laisser la place de s'exprimer si elle a des messages à transmettre pour l'apaiser. Libérer la teneur émotionnelle, peut-être danser, peut-être faire une pratique somatique comme le breathwork ou quoi pour aller au travers. Et tu vois qu'ensuite, l'émotion, le truc associé, il part, quoi. Très rapidement, il s'évapore. Ouais. Et donc ensuite, tu peux revenir à l'essentiel qui est vraiment important pour toi, quoi. Donc ouais, je dirais ça. Et ensuite, sur le côté du rêve, euh, je- enfin, c'est tout notre enjeu avec perspective, c'est réussir à faire sortir les rêves des gens qui sont vraiment alignés, qui un peu reflètent, tu vois, je sais pas, leur signature de pourquoi ils sont là, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on a tous une signature, Ouais. je sais pas, génétique, certains pourraient dire liée aux étoiles, moi je crois pas trop, mais ça existe probablement, quoi. Bref, on a une signature unique qu'on est là pour explorer et qui a un talent qui est fait pour faire quelque chose, probablement, quoi. En tout cas, c'est ma croyance. Et donc la question est comment tu t'y connectes et comment tu arrives à avoir ce truc-là authentique plutôt que de connecter à une part de toi qui pense selon des cadres de la société parce qu'elle veut être bien vue et avoir l'amour des autres, tu vois. Mm. C'est un peu l'ambivalence. Et pour moi, je pense que c'est un peu dans ce truc aussi de Gabriel Roth, on en revient toujours à ce schéma, mais de l'inertie, copier, intuition, inspiration, quoi. En fait, il y a un moment où plus tu copies, plus tu essayes, plus ta boussole interne s'affine, plus tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, plus tu fais l'expérience, plus tu sais ça, et plus petit à petit tu te trouves, quoi. Mais c'est un long chemin, en fait. Et donc, certains le commencent à 12 ans, certains le commencent à 50 ans, mais il faut y aller dedans, quoi. Ah ouais, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Enfin, empiriquement, je ressens ça. Effectivement, et pour ça, je crois beaucoup à l'importance du mouvement, de la vitesse, de l'itération, de l'essai-erreur dans sa manière de vivre autant que dans ses activités professionnelles. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui te. Enfin, c'est une approche un peu scientifique, entre guillemets, mais que ça te donne de la donnée aussi et des ressentis. Moi, c'est ce qui m'aide beaucoup à mieux comprendre enfin, l'essence de qui je suis d'une certaine manière, progressivement, quoi. Et moi, je pense souvent, ce qui m'aide aussi, c'est, justement, par rapport à toutes ces références que j'ai citées en début d'épisode, c'est, je réfléchis toujours à comment, enfin, parce que j'ai l'impression que pour être soi, en fait, il faut forcément se marginaliser. Ouais. Accepter qu'un terme, je sais quand j'utilise des fois, moi c'est un terme qui me parle, mais je sais que c'est un terme qui fait un peu peur des fois. Marginal, c'est parce que du coup ça amène s'extraire de la société, du coup de plus être protégé, plus avoir sécurité, puis peut-être mourir, c'est avec tout le poids qu'on a des chasseurs-cueilleurs et tout notre, Ouais, c'est notre ça. patrimoine génétique commun. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Comment tu peux encore plus te marginaliser pour aller au bout du bout de qui t'as l'impression que t'es, qui est toujours une hypothèse dans tous les cas. Et oser d'aller encore plus loin, quoi. Mais c'est souvent, c'est souvent ce qu'on dit un peu. Tu dois te redéfinir dans plein de cercles sociaux pour au final voir ce qui reste. C'est ça. Un truc un peu. Parce qu'imagine, t'es entrepreneur. Nous, on le vit, tu vois. T'es entrepreneur avec un certain niveau de réussite, tu vois.
relatif, hein, toujours, les gens jugent par rapport à leur prisme. Euh, et tu dis, moi j'ai vécu ça, des fois ça me questionnait un peu sur YouTube. Des gens qui voyaient mes vidéos, ils savent que j'ai fait une start-up avant, Fetch, qui était respectée, tu vois. Après, il n'y a pas eu la fin que j'aurais espéré, mais en tout cas, qui est considérée comme une belle boîte. Et du coup, je considère comme un bon entrepreneur de ce type de modèle. Et du coup, d'accepter après de partir, d'aller faire de la philo, de l'écriture, et puis de pas remonter les boîtes, bah, des fois, ou faire même de l'infoprenariat ou des coachings ou autre, tu vois. Bah, j'ai vu des fois qu'il y avait tout un jugement de valeur de certaines personnes, alors qu'ils parlent de partir de leurs croyances, hein. Et du coup, ça peut faire mal aussi. Tu peux te dire, ah, mais peut-être qu'ils ont raison, qu'en fait, ils ont raison, j'ai les capacités, du coup, il faut faire ce truc hyper stylé qui est de monter une boîte à la Elon Musk, tu vois, et faire un méga truc. Et je trouve que c'est le plus dur, en fait. C'est qu'en fait, tu as toujours les gens qui te ramènent un peu à l'image qu'ils ont de toi ou qu'ils aimeraient que tu aies de toi. Ce qui, d'ailleurs, je te l'avais déjà dit, rappelle-toi, une de nos premières discussions dans les premières, deuxième années où on se connaissait, de faire attention, encore peut-être même plus dans ton cas d'ailleurs, que j'avais l'impression que les gens ils projetaient beaucoup de choses sur toi. Ouais. Je t'en avais parlé, je trouvais que c'était un peu dangereux et que j'imagine que ça t'a aidé aussi à certains moments parce que du coup ça aide aussi à attirer une audience. Il y a plein de gens qui. J'avais un peu cette impression, je me disais fais gaffe, j'ai l'impression que les gens vouloir que tu deviennes ce que eux aimeraient que tu deviennes ou ce que eux auraient aimé devenir, tu vois. Un peu comme le père qui force son fils à jouer au tennis, tu vois, et en fait qui met une pression de ouf. Moi je l'ai beaucoup vu dans le tennis, sur les pères qui mettaient des pressions de ouf à leurs gosses. J'avais l'impression qu'il y avait un peu cet effet ouais, chez clair, les gens, clair. j'ai l'impression qu'ils voulaient te façonner. Et moi j'ai toujours fait gaffe avec toi, justement. En fait, j'ai toujours y pensé, me dire, en fait, et là, il deviendra ce qu'il doit devenir, en fait. Enfin, on s'en fout, en fait. Genre, Ouais. pas le dire, Beaucoup étaient là, mais qu'est-ce qui deviendra à 30 ans, machin. Ouais, voilà, te mettre de la pression, tu vois, quand tu commences tôt, avec enfin voilà, entrepreneuriat, un peu de succès, etc. Tu vois, t'as vite fait. Et puis l'aura que t'as aussi, les gens, je pense, ah oui, mais c'est comme si, comme un jeune, tu vois, qui est trop fort dans un sport, il dit il faut pas gâcher la carrière. Tu vois. Je vois ça avec Wembayama dans le basket en français, qui est un des meilleurs joueurs de la NBA actuelle et qui a un potentiel hors norme. Et tout le monde est là, genre, ouais, mais il devrait faire ça, il devrait faire. Tout le monde juge, toi, tout ce que tu devrais faire. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut envoyer chier tout ça et prendre ce qu'il y a à prendre et le faire passer par la moulinette, mais toujours se dire comment je n'écoute pas ça dans l'absolu et je me marginalise par rapport à ce que les gens aimeraient que je sois, parce que c'est très souvent ce que toi tu ne voudras pas être. Tu projettes toujours ton nom de toute façon sur les autres. Enfin bref, j'ai fait un gros laïus, mais ça me parlait. Mais non, mais c'est vrai, je pense que c'est une bonne conclusion du podcast, quoi. Ouais. Et puis ça répond aussi à la question du début que je posais, c'était genre, comment tu fais pour avoir le courage d'oser, de y aller, etc. Devenir des marginaux. Étienne dirait s'anomaliser pour son livre, Étienne Lerin, de Dolmen. Et c'est ça. Et soyez des Socrates, en fait. Socrate, c'était une espèce de SDF au milieu d'Athènes, avec des vêtements dégueulasses. Il était au bout du bout, entre guillemets, pieds nus, et c'est celui qui a eu le plus d'influence au final parmi les plus d'influence sur la pensée occidentale, tout en sachant que c'est pas l'objectif parce que ça on revient encore dans une notion de performance. Bien sûr, je sais même pas s'il l'était de son vivant. Il s'en foutait. C'était pas le but, hein. Ouais. Il a rien écrit, il cherchait pas à être dans la postérité, c'était pas du tout l'objet, quoi. Voilà, c'est ça. C'était juste avoir des bonnes discussions avec des jeunes pour les aider à se poser les bonnes questions et aller vers la vertu plutôt que vers le pouvoir. C'est tout, le bien commun, et aider les gens à se questionner. Et surtout pas écrire ou essayer de faire du paraître ou faire de l'argent. C'est pas mal, voilà. Soyez des Socrates à votre manière. Ouais. Bon, il y a plein d'autres questions qui ça soulève, mais non, on les garde pour un autre épisode, sinon. Par exemple, donc pourquoi créer sa perspective à partir de ça, pourquoi, comment mêler, disons, les croyances collectives partagées par tout le monde, le capitalisme, le marketing, machin, pour justement. Comment en gros jouer avec le diable sans devenir le diable, tu vois, un truc un peu. Ouais. Toutes ces questions-là, quoi. On se les garde. Sinon, on va relancer 30 minutes ou 1 heure. Merci Elliot. Merci JC. Un épisode toutes les 2 semaines, on continue. Et puis voilà, merci pour l'accueil à la home. On va faire d'autres épisodes, je pense, sur mon passage là. Et c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir.